Fake News, le podcast sur Généradio Karl Marx. Salut à tous, ici Flora Bazabana. Vous êtes bien sur Généradio Karl Marx, la web radio tournée vers l'horizon 2024. Aujourd'hui, nous faisons un pas de côté par rapport à nos thématiques habituelles, pour parler d'un phénomène de société, celui des fake news. Depuis plusieurs semaines, les élèves de 3e B du collège Karl Marx travaillent à la réalisation d'un podcast, avec le soutien de la ville de Villejuif et de la journaliste podcast Iris Ouedraogo. Pour discuter de ce sujet aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous une autre journaliste, Madame Doane Bui, auteure de la BD Fake News et spécialiste du sujet. Bonjour Doane. Bonjour. Certains élèves de la classe auront certainement des questions à vous poser, mais la première question est pour moi. Alors Doane, pourriez-vous déjà nous décrire votre trajectoire professionnelle ? Alors, ça fait assez longtemps que je suis à l'Obs. Moi, ce qui m'intéresse dans le journalisme, ça a toujours été le reportage, c'est-à-dire pouvoir aller sur le terrain, rencontrer les personnes dont je vais parler. Et je dirais que ça fait bien. Je suis arrivée à l'Obs en 2003. Donc, ça fait 20 ans, presque 20 ans. Donc oui, ça fait assez longtemps que je suis journaliste. Et j'ai pu aller dans pas mal d'endroits différents lors de mes différents reportages. C'est ça qui est extraordinaire dans ce métier, c'est que en fait, on vous paye pour être curieux finalement, puisque c'est l'opportunité de découvrir plein de choses que finalement, dans ma vie de tous les jours, j'aurais pas forcément le loisir de découvrir. Et pourquoi avoir choisi le métier de journaliste ? Alors, pourquoi avoir choisi le métier de journaliste ? C'est un peu compliqué dans le sens où, quand j'étais petite, je pensais que ça serait impossible de devenir journaliste parce que je connaissais personne qui était journaliste dans mon entourage. Parce que mes parents sont d'origine vietnamienne, ils sont arrivés, je suis née en France, mais ils sont arrivés avant ma naissance. Ils parlaient vietnamien à la maison et que quand je lisais on lisait pas spécialement de journaux à la maison, mais quand je lisais les livres, j'avais l'impression que les gens qui écrivaient étaient plutôt des gens différents de moi. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes d'origine asiatique, par exemple, et que en plus, malheureusement, dans le milieu de la presse, c'est encore pas assez divers. Donc, ça me semblait totalement impossible. Et en fait, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'ai fait des études de lettres, aussi un peu des études d'économie. J'ai postulé à un stage dans un journal, et je crois qu'il y a eu une espèce d'erreur, en fait, c'est moi acceptée. Mais c'était pas pour la rédaction, et moi, je postulais pour la rédaction. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Mais au départ, c'était une erreur. Et quand ils m'ont reçu, ils m'ont dit non, il n'y a pas de poste à la rédaction. Et je leur ai dit mais si, moi, c'est là que je veux aller. Et quand j'y suis allée, ça s'est bien passé parce que j'avais vraiment hyper envie. Et après, ça s'est fait comme ça de fil en aiguille parce que j'ai eu cette première expérience un peu sur un malentendu, je dois dire quand même, qui s'est bien passé. Mais c'est vrai que je pense que quand on vient pas de ce milieu, moi, j'ai pas fait d'école de journalisme, je connaissais pas du tout ce... il y a aussi du hasard et il y a aussi des rencontres de hasard qui se font, de gens qui vont vous aider. Voilà, je pense que c'est toujours possible, même si effectivement c'est un milieu qui est assez compliqué. Il faut pas avoir peur de décrocher son téléphone, d'envoyer des mails. Voilà, il y a des rencontres et des opportunités qui peuvent se trouver comme ça, là où on ne s'y attend pas forcément. Mais vous avez dit que vous pensiez que c'était différent, genre que vous étiez différente, mais dans quel sens, genre ? Parce que déjà, il n'y avait pas trop de journaux à la maison, parce que j'avais l'impression, alors surtout que moi je lisais beaucoup quand j'étais petite, et j'avais l'impression que en fait les gens qui écrivaient des livres, enfin les gens qui écrivaient n'étaient pas des gens d'origine immigrée. Voilà, c'était ça en fait. Alors aujourd'hui, je me rends compte que ça s'est quand même beaucoup ouvert, notamment je lis beaucoup de littérature américaine, et en littérature américaine, il y a beaucoup d'auteurs que je trouve hyper intéressants et qui sont d'origine immigrée, enfin des Vietnamo-américains. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont raconté ça, cette expérience de vivre, de naître dans un pays dont vos parents connaissent pas la langue. C'est ce rapport à la langue aussi, parce que, par exemple, mon père, quand il parlait français, il a toujours parlé avec un accent. Donc, du coup, j'avais l'impression que
Et c'est vrai, je pense que le français était moins son univers que le vietnamien. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'avais l'impression que c'était pas pour moi. Et de fait, si je devais être très sévère par rapport à mon milieu professionnel, je dois avouer quand même que depuis que je travaille, et ça fait quand même assez longtemps, surtout dans la presse écrite, il n'y a pas beaucoup de gens d'origine immigrée dans ma rédaction. Donc, ok, ça a un peu changé, mais ça n'a pas tant changé que ça non plus. Alors, ça a un peu plus changé, j'ai remarqué, à la télévision, parce qu'en fait, le CSA, il y a un baromètre de diversité, donc ils se sont dit, en fait, il faudrait quand même que les gens qu'on voit à la télé, ils ressemblent un peu plus aux gens qu'on voit dans la société. Mais je dois avouer, si je dois être très, très critique, donc j'espère que mes rédacteurs en chef ne vont pas entendre ce podcast. Enfin, quoi que si, ils peuvent l'entendre parce que je l'ai déjà dit plein de fois en conférence de rédaction. Nous, dans la presse écrite, peut-être parce qu'en fait, on ne voit pas nos têtes, ils ont fait beaucoup moins d'efforts, je pense, pour renouveler, en plus... C'est des sujets dont ça fait longtemps qu'on en parle, du manque de diversité dans la rédaction. Mais comme en fait, il y a une crise de la presse aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup moins de jobs, etc. Donc, ils se disent, bon, on verra ça après, en fait. C'est pas assez grave. C'est pas grave, quoi. Alors que si, en fait, c'est grave, parce que du coup, on a des rédactions qui ressemblent pas à la société. Merci beaucoup pour cet éclairage, Joanne. Maintenant, je donne la parole à Philly. Hey, merci Flora. Et salut à tous nos auditeurs. Madame Bui, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre livre, Fake News. Quelle est pour vous la définition des fake news, s'il vous plaît ? Alors, une fake news, c'est si on devait employer le terme en français, ce serait une infox, une fausse information. Alors, il faut savoir que la fausse information, en fait, elle a toujours existé, même d'un point de vue historique. C'est-à-dire, si vous remontez, alors c'était en 4e, je crois que vous avez fait la Révolution et tout ça, enfin, je crois. À l'époque de la Révolution, déjà, il y a eu tout un business de fake news autour de Marie-Antoinette, notamment. Et on va presque dire que l'essor de la presse s'est fait avec des fake news, puisqu'il y a eu tout un business on appelait ça des libelles. C'était des espèces de petits journaux, un peu qui se lisaient facilement, où il y avait des scandales un peu. Ça serait l'équivalent de la presse people, mais avec des choses fausses, quoi. Donc, et ça marchait parce qu'ils disaient des choses assez... que Marie-Antoinette faisait des orgies à Versailles, qu'elle avait plein d'amantes et plein de maîtresses. Et ça marchait très bien. Et c'était le début de l'imprimerie de masse. Donc, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, les fake news ont été parallèles à l'essor de la presse, surtout qu'en fait, le premier journal, m'avait expliqué quelqu'un de la BNF, donc de la Bibliothèque nationale de France, c'était la Gazette. Et la Gazette, en fait, c'était juste le journal du roi. Donc, le journal du roi, c'est le roi qui décidait, qui dit, voilà, il s'est passé ceci ou cela, en sachant que quand c'est le roi qui dit, voilà, il s'est passé ceci ou cela, c'est pas la même chose qu'une information, comme quand on a un journal et on a des gens qui enquêtent et qui vont... Parce que nous, quand on fait une enquête, on va essayer d'avoir les deux parties, les gens qui pensent A et les gens qui pensent B. On va essayer de confronter nos sources. Ouais, quand c'était le roi, je sais pas s'il avait emprisonné plein de gens et qu'il les avait tués alors qu'il n'y avait aucune raison, il ne lui allait pas dire qu'il n'allait pas avoir quelqu'un qui allait le contredire. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est que le début de la presse, il se fait aussi avec du faux et quelque part avec des fake news. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, surtout on va dire dans les pays démocratiques, on a des journaux. Donc on a des médias qui travaillent de façon indépendante. Mais c'est vrai qu'on a aussi l'émergence, surtout avec les réseaux sociaux, de plein de canaux de diffusion différents qui, on l'a vu particulièrement pendant la période de la pandémie de Covid. Comme les gens étaient beaucoup sur leurs écrans, comme les gens avaient peur parce que personne ne savait quel était le virus, tout ça a été très favorable à la diffusion de façon très très rapide de fausses informations. Parce qu'en fait, on est tous susceptibles de croire à des fausses informations. Enfin, quand vous étiez en CM1, CM2, je parie que vous avez tous entendu parler des Illuminati, ça vous faisait peur. Moi, quand j'étais petite, c'était pareil. Il y avait des espèces de trucs où on nous donnait des lettres, il fallait répondre à la lettre, sinon on allait mourir. Ce genre de choses. Ces espèces de légendes urbaines
qu'il y a, en fait, à partir du moment où on va à l'école et qu'on est en groupe, il y a des légendes urbaines. Et les légendes urbaines, c'est des fake news, en fait. C'est ça. Et elles marchent parce qu'en fait, d'abord, nous, notre cerveau, il est conditionné pour écouter des histoires, en fait. Donc, on a envie d'écouter des histoires. Et puis, si les histoires, en plus, elles font peur, comme les histoires d'horreur ou justement les histoires de légendes urbaines, et il y en a plein, et je suis sûre que vous en avez plein, je connais pas, des trucs qui vont sur les réseaux. Alors, j'ai remarqué que souvent, ça commence à l'école primaire, parce que c'est là qu'on commence à parler. Il y a plein de... où on dit, bah voilà, si tu vas sur la coulée verte, il y a des nazis qui vont te coudre la bouche, enfin des trucs comme ça. Non, ou les trucs sur les Illuminati, ou le diable, enfin plein de choses qui font peur. Et ça, c'est des fake news, en fait, mais qui circulent très vite. J'ai rencontré plein de troisièmes comme vous dans plein d'endroits différents. Et c'est fou, je voyais que tous, en fait, en CM1, chaque fois je demandais la première fois que vous avez entendu parler des Illuminati, c'était en général CE2, CM1, tous. Donc, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que ils n'avaient pas forcément de smartphone, mais en tout cas, ils en avaient entendu parler dans la classe. Voilà, la fake news, elle trouve toujours un moyen de se diffuser, en fait. Merci. Et pourquoi avoir choisi un format BD pour votre livre et pas tout simplement un livre en format normal, quoi? Alors, pourquoi j'ai choisi un format BD? C'était justement parce que j'ai fait pas mal, avant de faire la BD, d'interventions dans des 4e et 3e autour des fake news, parce que j'avais fait des reportages. Bon, voilà, parce que je crois que vous étudiez ça en éducation aux médias aussi. Donc, j'avais été assez souvent sollicitée pour aller parler dans des collèges. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait plein de questions, que ce soit d'ailleurs de la part des collégiens, mais aussi des profs. Et que le format, il me semblait... plus pédagogique, en fait, pour expliquer mes reportages, parce qu'en fait, moi, je suis dans la presse écrite, et donc, quelquefois, je fais des articles qui peuvent être assez longs, 5-6 pages, et je voyais que c'était parfois plus difficile pour les collégiens que je voyais. Si j'arrivais, j'avais 6 reportages, ils avaient 6 reportages de 6 pages, c'était trop. Et alors qu'en fait, les mêmes 6 reportages en dessiné, même tu peux mettre que quelques planches, c'était plus accessible. Et en fait, cette BD, elle s'est vraiment nourrie aussi de toutes les questions que j'ai pu avoir quand je rencontrais des collégiens comme vous, notamment... toute la partie sur les Illuminati, justement. Pourquoi j'ai eu envie d'en parler? Parce que à chaque fois, on en avait tellement parlé avec les collégiens. Je leur pose beaucoup de questions sur comment ils s'informent, sur quel type de réseau. Donc, par exemple, il y a tout un passage où je parle de qu'Illuminati. Et ça, c'est parce que en fait, je connaissais pas qu'Illuminati. Il a détruit des enfants. Mais c'est justement des 3e et des 4e qui m'ont parlé de qu'Illuminati, et puis ils avaient tout suivi, et en plus je voyais que, je me rappelle d'un garçon en particulier qui était très très angoissé en fait par ce que disait qu'Illuminati. Une partie de lui savait que non, c'est peut-être pas vrai, et une autre partie se disait peut-être que si, parce qu'il croyait au diable, donc il avait peur de ça. Et donc, je me suis rendu compte que, oui, en fait, quand tu vois le truc comme ça, surtout en tant qu'adulte, tu peux en rigoler. Mais quand on est plus jeune... Mais en fait, quand on est plus jeune, et d'ailleurs même pas que les plus jeunes, parce que moi, j'ai rencontré des personnes adultes qui pouvaient être plus sensibles à ce genre... En fait, ça peut être très dangereux. Justement, quand on est en période de vulnérabilité, comme je disais tout à l'heure, cette période de pandémie qui fait que tout le monde a eu peur, tout le monde savait pas de quoi le futur serait fait. Et ça, c'est des périodes où, justement, tu es plus à même à croire à une fake news. Parce qu'une fake news, elle t'explique le monde de façon plus simple aussi. Elle te dit, par exemple, surtout, faut pas se vacciner, ou surtout, faut pas faire ceci ou cela. Bon. Et du coup, après, tu es dans ce truc, tu vas rencontrer plein de gens qui vont croire au même truc, et donc tu vas être dans un groupe. Et c'est hyper important de se sentir d'être dans un groupe, parce que souvent, surtout pendant cette période de pandémie, les gens, ils ont été un peu seuls. Et du coup, ils avaient besoin de se retrouver des groupes. Et souvent, quand j'ai rencontré dans mes reportages soit des terreplatistes, des gens qui croyaient que la Terre était plate, soit des quanons qui croyaient que Trump allait sauver la planète. En fait, ce qui est très important, c'est de voir qu'il y a ce truc de groupe. C'est qu'ils créent une communauté, ils créent un groupe où finalement, les gens ils vont se sentir comme dans une famille. Et ça va régler plein de leurs problèmes psychologiques aussi, de solitude, de se sentir pas bien dans ses pompes. Donc, oui, forcément, quand je me rappelle de ce
quatrième, qui, je voyais bien, était très angoissé par les vidéos de Illuminati. Puis en plus, c'était compliqué parce qu'il y en avait d'autres ses autres camarades se foutaient de lui. On disait, comment tu peux croire ça? Ben si, en fait, il faut pas se foutre de sa gueule parce qu'en fait, si ça marche, ce type de vidéo, c'est parce qu'elles savent très bien jouer sur justement des sentiments comme la peur, qui sont très humains, en fait, qu'on a tous en nous, quoi. D'accord. Pour en revenir à votre BD, quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer à faire cette BD, tout simplement? Parce que vous avez dit que vous êtes journaliste, mais vous devez aussi aller chercher des informations sur le terrain. Alors, en fait, dans la BD, tous les reportages que je raconte, je les avais faits déjà, en fait, pour l'Obs. Certains, je les avais faits vraiment bien avant. D'ailleurs, j'ai utilisé, même avant même qu'on parle de fake news, j'ai utilisé des reportages que j'avais faits sur ce qu'on appelait à l'époque, il y a 10 ans, alors je pense que, je sais pas si vous avez encore ça, ce qu'on appelait les arnaques à la nigérienne, parce que c'était le Nigeria qui avait inventé ça. C'est plein de mails, mais comme vous êtes moins sur les mails, vous, c'est plein de mails où qu'on recevait beaucoup de gens qui disaient oui, j'ai un héritage de 1 million de dollars, enfin bon, ce genre de choses. Et en fait, il y a 10 ans déjà, j'avais travaillé là-dessus. J'avais essayé de répondre à ces brouteurs donc, qui travaillaient là-dessus. Puis j'avais parlé en fait aussi aux gens qui s'étaient fait arnaquer. Et en fait, c'est vrai que le premier truc où tu te dis, c'est un peu comme les gens qui croient aux fake news. Bon, d'ailleurs, en plus, c'est compliqué puisque la fake news, ça devient aussi un truc où quand t'es pas d'accord, tu dis oui, toi, tu fais une fake news. Bon, bref. Mais j'étais allée voir ces personnes qui avaient cru, qui s'étaient fait arnaquer. Et le premier réflexe, beaucoup de gens te disent « Oh, mais ils sont trop bêtes. » Ils sont bêtes. Et en fait, les gens que j'ai rencontrés étaient tout sauf bêtes. C'était pas du tout des gens bêtes. C'était des gens, là encore, qui étaient en situation de vulnérabilité. Par exemple, des femmes qui venaient de divorcer, qui étaient seules avec leurs enfants, et donc qui cherchaient l'amour sur Internet. Et donc, du coup, elles rencontraient des types comme ça qui envoyaient des mails. Et puis, les types, ils envoyaient plein de messages. Ils s'occupaient bien d'elles, en fait. Ils étaient... Et du coup, en fait, elles en arrivaient à tomber amoureuses de quelqu'un sur Internet qu'elles n'avaient jamais vu. Et donc, quand le quelqu'un qui, soi-disant, était médecin à Besançon et était allé, au Sénégal et avait eu un accident de voiture et il avait besoin qu'on lui envoie 300 € sur Western Union, elle le faisait, en fait. Elle le faisait parce qu'en fait... Et c'est ça que j'avais trouvé... C'est clairement ça, c'était tout ce qu'ils avaient raconté, c'était des fake news, c'était vraiment des arnaques. Mais... L'une m'avait dit, mais en fait, je sais que tout est faux, mais j'ai quand même l'impression que notre relation, elle a été vraie. Et c'est ça qui m'avait beaucoup troublée, c'est que je me suis dit qu'effectivement, elle, en tout cas, elle y a cru. Quand elle parlait avec... et quelque part, c'est ça le phénomène de la fake news, c'est pourquoi on y croit. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Pourquoi on y croit? C'est parce qu'on a envie d'y croire. Et en tout cas, ce qui était la difficulté... surtout par rapport avec ma dessinatrice, c'est qu'on voulait pas du tout être en surplomb. Je voulais pas du tout être en surplomb. Et quelquefois, ma dessinatrice, elle rajoutait un truc où je trouvais qu'elle était trop dure avec les gens des fake news, justement. Et moi, je voulais pas avoir l'air de... moi, je sais, vous êtes vraiment débile de croire à ceci, cela, parce que c'est pas du tout... En plus, moi, quand je travaille, c'est pas du tout ma façon de travailler. Et en plus, moi, je me suis déjà fait plein de fois voir par des fake news. Enfin, il y a plein de fois où je suis tombée sur des infos. Mais surtout en ce moment, franchement, il y a des infos vraies, tu crois qu'elles sont fausses. Donc, c'est pas la véracité qui fait que c'est vrai, en fait. Donc, moi, comme vous, en fait, quand j'ai une news, je suis obligée de la vérifier, de regarder d'où ça vient, qui a dit ça, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui le disent. Je suis obligée de fact-checker, comme on dit, plein d'informations. Enfin, donc, aujourd'hui, honnêtement, il y a pas... Enfin, cet argument de se dire « Oh, c'est pas du tout crédible, donc comment vous pouvez croire ça ?» Ça marche pas. Il y a tellement de choses pas du tout crédibles qui se sont passées dans nos vies. Donc, chacun doit être vigilant. Et moi-même, étant pourtant une professionnelle des médias, parce que ça fait 20 ans que je peux me faire avoir par une fake news. Enfin, je peux tomber sur un truc en me disant « Tiens, qu'est-ce que c'est ? Ah, est-ce que c'est vrai ? Ah ben non, en fait, non. » Parce que cette personne qui a envoyé le truc, en fait, elle n'était pas là.
Elle a repris quelque chose, mais sans être sûre d'eux. Et donc, voilà, je ne vais pas retweeter ou je vais justement faire attention avant de retweeter. Bon, moi, c'est tout pour moi. Je te rends l'antenne, Flora. D'accord. Du coup, merci Philippe pour tes questions. Merci Philippe. D'ailleurs, en parlant de questions, il y en a beaucoup qui s'en posent aussi. Par exemple, Yuba se demandait si vous interveniez régulièrement dans les collèges. Oui, Yuba, tout à fait. Ouais, j'interviens souvent en collège. J'essaie en tout cas, tous les ans, j'y vais au moins 4, 5, 6, 10 fois parfois sur l'année. Après, c'est pas évident avec mes dates parce que justement, quand je pars en reportage, il faut que j'arrive à caler tout ça. Mais j'essaye de le faire régulièrement parce que d'abord, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir échanger avec vous et souvent... je me rends compte justement de comment vous vous informez. Il y a plein de réseaux que vous utilisez que moi, je n'utilise pas. Donc, et en plus, je trouve que c'est important que nous, les journalistes, on explique aussi un peu comment on travaille. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment de défiance aujourd'hui autour de la presse, qui est vieux, mais qui est, je pense, un peu plus fort aujourd'hui. Et du coup, c'est à nous aussi, je trouve, d'aller... auprès du public pour expliquer comment on travaille. Doan, une auditrice nous fait remarquer que dans votre livre, on peut lire qu'une fake news circule 6 fois plus vite sur les réseaux sociaux qu'une vraie info. Quel conseil donnerez-vous aux collégiens de Karl Marx pour ne pas tomber dans le piège de ces milliers de fake news ? Il y a plein d'outils, c'est-à-dire que c'est vrai que maintenant, si tu fais un minimum de recherche sur Google, tu vas tomber sur des trucs de fact-checking pour savoir si tel ou tel truc est un canular, une fake news, etc., etc. Faire attention à ne pas diffuser si tu n'es pas sûr. Et toujours vérifier la source, en fait. Toujours vérifier qui parle, d'où il parle et d'où ça vient. Et c'est vrai que très souvent, je demande à vous, les collégiens, à qui vous faites confiance pour une information. Alors, comme vous êtes gentils au collège, parce que les lycéens ne disent pas la même chose, les collégiens, ils disent tous, moi, je fais confiance à mes parents. Et en fait, vos parents, ils peuvent se tromper aussi. C'est-à-dire que moi, ma mère, par exemple, elle m'a déjà envoyé sur WhatsApp plein de fake news. Enfin, et c'est ma mère, je la respecte énormément, mais c'est pas parce qu'en fait, on est plus âgé, on peut se tromper aussi. Comme tout le monde, en fait, est susceptible de tomber dans le panneau d'une fake news, c'est à chacun d'entre nous de faire attention et de vérifier d'où vient cette information. Est-ce qu'elle est un peu bizarre ou pas. Bonjour, je m'appelle Anaïs et j'avais une question à vous poser, ou plutôt deux. Déjà, avez-vous quelqu'un qui vous a inspiré pour votre parcours, tout au long de votre parcours ? Oui, j'ai plusieurs personnes qui m'ont inspirée, qui travaillaient à l'Obs, notamment un journaliste qui aujourd'hui est malheureusement décédé, qui s'appelait François Caviglioli. Et il m'a beaucoup impressionnée parce qu'en fait, c'était un grand reporter qui travaillait depuis très 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 longtemps. Et notamment, il avait couvert la chute de Saigon en 1975. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je suis d'origine vietnamienne et j'ai tout. Alors la chute de Saigon, c'est la fin de la guerre du Vietnam. C'est donc quand Saigon de la Vietnam Sud tombe et après il y a beaucoup de Vietnamiens qui ont fui le Vietnam du Sud. Et donc moi, quand j'étais petite, j'ai tout le temps entendu parler de la chute de Saigon. Et lui, il était envoyé comme reporter de guerre à Saigon pendant cette période-là. Et donc, pour moi, ça a été très impressionnant de rencontrer un reporter de guerre qui avait suivi ce morceau d'histoire, parce que ça me semblait très loin, ça me semblait un truc qu'il y avait juste dans les manuels d'histoire. Et lui, il y était vraiment. Et il m'a raconté comment c'était pour de vrai. Par exemple, comme on parle de fake news, il me disait que c'était très compliqué à l'époque, il n'y avait pas Internet ni quoi que ce soit. Et il n'y avait que le Vietnam du Nord, donc, qui était communiste, qui avait un accès à la poste. Et il y avait une dépêche qui était sortie et qui disait la population en liesse a accueilli les vainqueurs du Nord.
parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir envoyer leurs dépêches. Et en vérité, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a pas eu de scène de liesse dans la ville à Saigon. Mais eux, ils n'ont pas pu envoyer leurs papiers à temps parce que les moyens de communication étaient bloqués par le nouveau régime. Et si je vais vous poser une deuxième question, avez-vous une anecdote à nous raconter de votre début, de votre parcours? Oh, il y en a tellement, je ne sais pas comment... Bon, j'y pense là, parce qu'on est en période électorale. C'est quand j'ai couvert les élections américaines, donc l'an dernier. Et j'étais beaucoup avec les supporters de Trump et j'ai fait beaucoup de meetings de Trump. Et je me rappelle d'un meeting qui se passait dans un ancien aéroport. On avait été avertis juste 24 heures avant. Et pourtant, il y avait 7 000, 8 000, 9 000 personnes qui sont venues. Alors que le rendez-vous était genre à minuit. Et à 19 h, il y avait plein de monde. Mais comme un concert de rock. C'était hyper impressionnant. Donc, il y avait tous ces gens qui sont arrivés, qui attendaient de voir arriver Trump, qui arrivait dans son avion, là, Air Force One. Après, il est descendu sur la musique des Village People. Tout le monde était là, mais en transe, comme si c'était un dieu qui arrivait. Et en fait, lui, dans son discours, c'est vrai qu'il voulait beaucoup inciter quand même. À chaque fois, Trump, il fonctionnait beaucoup avec des boucs émissaires. Donc, il fallait trouver le méchant. Et notamment, l'un des boucs émissaires, c'était vraiment la presse. Donc, en fait, à des moments, il a fait hurler à toute la foule. Il parlait de CNN ou des journalistes et tous les gens, ils criaient « Fake news, lock them down !» Donc, mettez-les en prison tous et tout ça. Et honnêtement, c'est hyper impressionnant. 8000 personnes qui crient fake news, et qui disent en gros que tous les journalistes, parce qu'après ils étaient là, Barack Obama, enfin ils disaient Barack Obama et il y avait toute la foule qui disait en prison. Ils parlaient d'une autre députée qui est d'origine somalienne et qui a un voile. Donc, il donnait son nom, terroriste, en prison, déportez-la. Et tu as 10 000 personnes qui crient ça, et les journalistes aussi. Donc, voilà, tout le monde en prison. Et c'est là que tu te dis, oulala, en fait, la démocratie, c'est quelque chose de très fragile. Et ça peut vraiment vite basculer. Parce qu'en fait, je voyais la ferveur populaire autour de lui, et j'avoue qu'il était très bon, devant la foule. Il était très charismatique. Et en fait, comme c'était la première fois que j'étais dans un très très gros meeting avec ce type de discours politique, je crois que c'est la première fois que j'ai compris en fait les discours un peu fascistes, pourquoi ça marchait en fait. Merci de m'avoir écouté. Merci Anaïs. Bonjour Dohanbi, je m'appelle Tidjane, je suis Bonjour. en 3e au collège Karl Marx, dans la classe média. J'aurais 2 questions à vous poser. D'abord, par rapport aux fake news, vous savez c'est quoi leur intérêt? Enfin, ceux qui les font, ils y gagnent quelque chose? Tu as tout à fait raison, ils y gagnent de l'argent. En fait, ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils font de l'audience. Et du coup, quand tu fais de l'audience, que ce soit sur YouTube, sur Google, tu as tout un système où plus tu fais de l'audience et plus tu vas gagner d'argent avec les pubs. Donc, là où tu as vraiment raison, c'est que le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. Et qu'en fait, il y a des gens qui font des fake news pour des raisons idéologiques, mais il y en a qui font des fake news tout simplement parce qu'ils gagnent de l'argent. Et c'est vrai que quand je suis allée en Macédoine, où il y avait ces usines à fake news, il y en a toujours qui existent, des usines, pas forcément en Macédoine, mais dans plein d'autres endroits, c'est parce qu'en fait, ils vont gagner de l'argent. Donc, il faut toujours se poser la question de, quand tu vois un truc, tiens, quel est l'intérêt aussi de la personne qui va poster cette vidéo ou cette information. Ah, d'accord, je vois. Et deuxième et dernière question, vous écoutez de la musique et quel type? J'écoute plein de types de musique. Je fonctionne un petit peu par phase en fait. C'est-à-dire que là en ce moment, je suis un peu en mode obsessionnel parce que je suis en train de réapprendre le vietnamien que j'avais totalement oublié. Donc en ce moment, j'écoute que de la musique vietnamienne, mais de tout, pour justement me plonger dans le vietnamien. Un morceau à conseiller? Oui, alors c'est assez... vous pouvez essayer, mais c'est assez spécial. Je ne sais pas si quand on n'est pas vietnamien, si on peut apprécier ça. Il y a une chanteuse qui s'appelle Can Ly. Et Can Ly, c'était vraiment... tous les gens de la diaspora ont écouté Can Ly. Alors c'est très cheesy et c'est très bon.
Je pense que quand j'avais votre âge, j'aurais entendu ça, mais j'aurais eu envie de tuer mes parents et de tuer tout le monde. Mais bon, maintenant, voilà, comme je suis dans ce truc de ressources, quand je l'écoute, c'est comme ces trucs qu'on a écoutés quand ça m'émeut beaucoup. Donc voilà. D'accord, ça me rend curieux. J'irai écouter ça. Merci. Merci. C'est bientôt la fin de notre interview. J'espère que vous avez passé un beau moment à notre antenne. Je voulais juste vous demander, du coup, quels sont vos projets en date ? Alors, mes projets en date, je sors un roman en janvier, donc ça n'a rien à voir, mais voilà. Et sinon, alors en reportage, il y a pas mal de choses qui sont en cours. Là, je termine quelque chose sur le procès des derniers nazis, enfin des dernières personnes qui ont travaillé dans les camps de concentration, qui ont aujourd'hui 90 à 100 ans. Et donc les survivants aussi sont très vieux. Donc c'est sur l'idée de pourquoi ce type de procès reste néanmoins important. D'accord. C'était Flora. Flora, attends. T'oublies pas, notre interview, elle va être diffusée samedi. 4 décembre. Ah oui, c'est vrai. À la médiathèque Elsa Triolet à Villejuif. Donc on espère voir tous nos auditeurs et Douane-Bui, vous y serez aussi. Oui, on espère voir tous nos auditeurs le samedi 4 décembre à 16h. C'est vrai. Et je vous remercie beaucoup pour vos questions, très pertinentes. Merci à vous. Je suis impressionnée par votre professionnalisme. Oh, merci beaucoup. C'est trop gentil. Du coup, c'était Flora Bazabana en direct du studio KM. Je profite de la fin pour remercier toutes les personnes impliquées dans ce podcast, donc Marianne et Émilie de la médiathèque de Villejuif, les élèves de 3e B qui ont travaillé à la réalisation de l'interview, nos professeurs Madame Mixture, Monsieur Collas et Madame Jolivel pour nous avoir accompagnés dans ce projet, et surtout Monsieur Bouillet pour avoir aménagé le CDI. Iris Ouedraogo, dont les précieux conseils nous ont été pour ce podcast. Et enfin, vous, Douane-Bui, pour vous être déplacés aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Du coup...